Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI 1, le sommaire de ce journal. L'avenir du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA au centre d'échange entre le vice-président et le président de l'organe monétaire ouest-africain. Ce jour, Tiemoko Melie-Kone recevait aussi l'ambassadeur du Qatar sur la question du renforcement des relations entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Le lancement à Dzopé du projet 1 école 5 hectares de forêt, axe de la stratégie nationale pour l'amélioration de la sécurisation des reboisements. Le projet encourage les plantations forestières en milieu scolaire et participe aussi au développement durable. L'actualité en Ukraine, les autorités de Kiev contre-attaquent dans le Donbass et mettent la pression dans le sud. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué des avancées de son armée dans le sud, faisant état de dizaines de localités reprises cette semaine aux mains des Russes. Bienvenue dans ce 23h au palais de la présidence de la République. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone recevait ce jour l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire et le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Des entretiens successifs qui ont porté respectivement sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Qatar et aussi sur le changement de dénomination de l'organe monétaire ouest-africain, suivant ce compte-rendu de Hawa Touré. Le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, et le chef des missions diplomatiques de ce pays ont fait un large tour d'horizon des différents domaines de coopération. J'ai eu une rencontre fructueuse avec son Excellence le vice-président. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, le président de l'institution financière régionale est venu informer le vice-président de la République de l'entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2022 de la nouvelle dénomination ainsi que la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Et donc, il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. Je suis venu à ma demande rendre compte de la fin de ce processus et en même temps solliciter les conseils et les orientations de l'autorité pour la mise en œuvre de ce changement. Pour accroître la visibilité et la notoriété de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, il est prévu un colloque international en vue de faire le bilan des 25 ans et des perspectives de développement du marché financier régional. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, la campagne 2022-2023 du cacao et du café est ouverte. Une nouvelle campagne riche en défis avec de nouveaux prix borchants au kilogramme fixés par le gouvernement ivoirien. Le cacao sera vendu à 900 francs CFA le kilogramme contre 825 francs CFA pour la campagne précédente. Et le prix du café, également en hausse de 50 francs CFA, est fixé à 750 francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire aura consenti un effort financier de 140 milliards
milliards de francs CFA, précise le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobinan Kwasi Adjoumani, au cours d'une conférence de presse ce mardi. C'est donc une subvention apportée à la filière café-cacao pour atténuer les effets de la conjoncture du marché international sur les prix à appliquer aux producteurs. Le café et le cacao de Côte d'Ivoire qui font la renommée du pays. Et la Côte d'Ivoire est aussi engagée à promouvoir la culture dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande. 18 personnalités promotrices de la culture allemande ont été distinguées par la ministre des Affaires étrangères, des enseignants de la langue allemande à la retraite. Le point de Souleymane Donisongui et Abou Sanogo. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation ivoirienne. Des distinctions pour services rendus en faveur de la dynamique de la coopération ivoiro-allemande. Ces récipiendaires sont entre autres enseignants-chercheurs, inspecteurs généraux et conseillers pédagogiques. Ils sont au nombre de 18, dont 5 officiers de l'ordre national et 13 officiers de l'ordre du mérite ivoirien. C'est un bonheur indicible et une immense fierté, une immense gratitude envers le président de la République, les ministères de tutelle et les administrations de l'université qui ont entériné ce choix. Je suis très honoré d'être parmi ces récipiendaires. Cette décoration a lieu pendant cette historique journée de la réconciliation, la réunification de l'Allemagne. C'est vraiment symbolique. Ça traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Accordant beaucoup d'intérêt à la coopération entre les deux pays, le diplomate allemand souligne l'importance de la langue dans le raffermissement des relations bilatérales. Je crois que la langue allemande a joué un grand rôle pour renforcer ces liens. Et ce sont vraiment ces professeurs, ces enseignants, inspecteurs qu'on a décorés aujourd'hui qui sont les pionniers et en quelque sorte des ambassadeurs, ambassadrices de la langue allemande. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, représentant la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, exprime toute sa fierté. Je ressens une fierté de pouvoir décorer ces hommes et des femmes et qui ont tant apporté à la Côte d'Ivoire à travers la formation de milliers de jeunes aujourd'hui qui sont des cadres de ce pays et qui contribuent efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, plus de 2500 enseignants dispensent les cours d'allemand à plus de 430 000 élèves. Ces chiffres font de la Côte d'Ivoire le pays d'Afrique subsaharienne avec le plus d'apprenants de la langue germanique. Et nous parlons à présent du développement du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, rencontrait ce jour la directrice des opérations de la Banque mondiale afin de définir les modalités d'accompagnement financier du secteur de l'éducation ivoirien par l'institution financière mondiale. L'apport de la Banque mondiale devrait permettre la réalisation des 4 axes stratégiques retenus après les États généraux de l'éducation nationale. On voit tout cela avec Sephora Zegui. La performance de l'éducation. C'est à cet idéal que veulent aboutir les opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, le meilleur allié, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Après la remise du rapport des EGENA au chef du gouvernement, 4 axes stratégiques sont retenus pour le démarrage de la transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et la Banque mondiale veut apporter sa contribution. Nous avons pu discuter ensuite de l'appui que nous pourrons apporter, appui financier et appui technique, pour la mise en œuvre des 4 axes de réforme des EGENA, qui portent entre autres sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, ensuite l'amélioration de la profession enseignante, troisièmement, il y a l'amélioration de l'éducation non formelle et finalement, il y a la digitalisation de l'enseignement pour permettre une plus grande inclusivité, une plus grande résilience. Et donc, les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation achevés placent à la mise en œuvre des recommandations. Et cela passe nécessairement par la recherche de financement. Cette rencontre avec la directrice des opérations de la Banque mondiale présage de bonnes nouvelles pour Mariatou Koné. Sur les 3 années qui vont venir, l'État va devoir sortir 866 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est que les partenaires
nous accompagne déjà sur 313 milliards. Et il y a un gap de 553 milliards à rechercher. Et quand vous voyez la Banque mondiale, vous comprenez que c'est le montant, les 866 milliards sont en train d'être absorbés par les partenaires. Et nous sommes donc très heureux. Durant une demi-heure, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la délégation de la Banque mondiale ont abordé les questions relatives à l'amélioration de l'apprentissage, à la performance des programmes et à la qualité de l'enseignement, entre autres. Sur la question des enseignants, Mariatou Koné annonce la signature d'un décret prenant en compte les enseignants contractuels par la fonction publique. L'INPHB de Yamoussoukro à 25 ans, cette école d'excellence prévoit plusieurs activités pour marquer ce quart de siècle. Les festivités ont été lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, suivant ce compte-rendu de Kader Sogodogo depuis les capitales Yamoussoukro. En septembre 1996, 4 grandes écoles, à savoir l'École nationale supérieure d'agronomie, NCA, l'École nationale supérieure des travaux publics, NSTP, l'Institut agricole de Boaké, IAB, et l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET, fusionnaient pour donner naissance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. De par la qualité de ses résultats, l'école s'est hissée au rang des meilleures en Afrique. Locomotive et vitrine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, l'INPHB célèbre ses 25 années d'existence. Des anciens étudiants, cadres à divers niveaux sont présents pour le lancement. Beaucoup de satisfaction d'avoir fait cette école et je voudrais saluer respectueusement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a engagé des moyens pour réhabiliter toutes ces écoles et pour leur donner leur lustre d'antan. La formation ici, elle est assez exigeante. Donc, le cadre, qui est un environnement très parfait, nous a permis de travailler et d'être parmi les meilleurs qui sont sortis de l'INP. Donc, c'était des années magnifiques. La première chose qu'on recevait, c'est d'abord notre logement avant d'aller même en classe. Toutes les conditions étaient réunies. À côté de cela, c'était une compétition farouche. Parce que vous venez aux environs de 100 et quelques, et c'est peut-être 20, 25 à la fin qui deviendront donc ingénieurs. Un programme bien pensé pour l'événement. Il est prévu des cérémonies de remise de médailles, de médailles de travail à ce personnel de reconnaissance. Des cérémonies de remise de diplômes aux anciens, aux diplômés précédents, donc des dernières promotions, des 5 dernières années. Il est prévu une grande rencontre avec les alumni, les anciens de cette école, qui vont se réunir encore une fois et puis se souvenir de leur école. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a ouvert en personne les festivités. J'exhorte tous les acteurs de l'INPHB, monsieur le DG, les collègues enseignants, chercheurs, les PAT, les étudiants, à continuer sur leur lancée parce que bon, l'INPHB, on l'a dit tout à l'heure, avec excellence, il faut rester sur cette voie d'excellence. Des responsables d'universités et des partenaires techniques ont également pris part au top départ des 25 années d'existence de l'INPHB. Voilà, une école excellente, c'est aussi un environnement favorable. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, une étape nouvelle de la stratégie nationale de l'amélioration de la sécurisation des reboisements. Le projet encourage les plantations forestières en milieu scolaire et favorise le développement durable pour satisfaire les besoins pédagogiques, matériels et financiers des communautés éducatives sur toute l'étendue du territoire national. C'est un projet qui apporte des solutions aux besoins des communautés rurales et la cérémonie de lancement est rapportée par Herman Yamia. Le ministre des Eaux et Forêts en pleine séance de planting d'arbres au lycée moderne 2 d'Azopé. Kiagba Laurent lance ainsi le projet Une école 5 hectares de forêt et un village 5 hectares de forêt. Je voudrais ainsi demander aux chefs traditionnels que pour faire le reboisement, il faut avoir l'espace. Donc nous allons nous tourner vers vous
dans le milieu rural pour avoir l'espace, pour pouvoir créer les forêts, pour que ces forêts puissent contribuer à reverdir la Côte d'Ivoire. L'initiative du ministre des Eaux et Forêts est approuvée par les autorités présentes. Elles se sont engagées à travers leur participation au planting d'arbres à soutenir cette action visant à sauvegarder les forêts ivoiriennes. Nous devons bâtir un présent dont le monde sera fier demain dans une Côte d'Ivoire réconciliée avec sa nature à travers un paysage verdoyant. La dégradation du couvert forestier ivoirien est devenue très préoccupante. De 16 millions d'hectares dans les années 1960, le pays ne compte aujourd'hui qu'à peine 2,5 millions d'hectares. C'est pourquoi le ministre des Eaux et Forêts sollicite tous les Ivoiriens afin qu'ils s'intéressent au reboisement. Ce signal d'alerte de la déforestation de notre pays a été réaffirmé pendant la COP 15. C'est pourquoi nous devons tous nous engager à tous les niveaux pour la réhabilitation de notre forêt à travers une politique de reboisement tous azimuts afin de restaurer notre couvert forestier en le faisant passer donc de 2,97 millions d'hectares à 6 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Pour terminer son séjour dans la capitale de la Mai, Thiagba Laurent s'est rendu dans les locaux de la direction régionale des eaux et forêts. Ici, il a été édifié par les actions posées par ses collaborateurs pour la restauration du couvert forestier ivoirien. Et nous voyons à présent le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 4 octobre 2022, on compte dans le pays 23 nouveaux cas de Covid-19, 17 nouvelles guérisons, 50 cas restent encore actifs et à cette date, au moins 18 825 438 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le pays depuis le 1er mars 2021. Et la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'intensifie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle lance une campagne dans la commune de Yopougon, une campagne pour renforcer la vaccination et aussi pour toucher d'ici fin 2022 davantage de personnes avec pour population cible les jeunes de 12 ans et plus. Nous en parlons avec Jean-Marc Djadji. C'est au centre multisectoriel de Yopougon que parents et jeunes de la commune se sont donné rendez-vous. Ambition, recevoir leur première dose et rappel de vaccin contre la Covid-19. Ils se mobilisent pour l'ouverture de l'intensification de vaccination contre la Covid-19 et la vaccination de routine. Initiée par le ministère de la Santé et ses partenaires, cette campagne vise à augmenter le taux de couverture vaccinale. L'adhésion à la vaccination contre la Covid-19 est désormais en hausse en Côte d'Ivoire grâce au mécanisme COVAX. À ce jour, l'on enregistre dans le pays près de 18 millions de doses administrées, soit plus de 30% de la population vaccinée selon l'OMS. Voici une grande opportunité qui s'offre à nous pour booster la vaccination de routine et continuer de sauver des vies de milliers d'enfants sur toute l'étendue du territoire ivoirien et espérer qu'il n'y ait plus un seul coin de terre dans ce pays où un seul enfant ne puisse bénéficier de ces doses de vaccin pour lui garantir sa survie. Le pays prévoit de vacciner entièrement 70% de la population d'ici la fin de l'année. Priorité, la jeunesse. Il nous faut par tous les moyens. Nous devons rentrer dans les écoles, nous devons rentrer dans les domiciles, nous devons mobiliser pour faire en sorte que pendant ces 3 mois, nous puissions vacciner le maximum d'Ivoiriens pour les protéger. Et ceux qui m'ont précédé l'ont dit, c'est un droit pour les enfants de se faire vacciner, mais c'est un devoir pour les parents de les accompagner à la vaccination. La Côte d'Ivoire compte actuellement plus de 80 000 personnes guéries, 800 décès et 60 cas actifs. Le ministre de la Santé invite donc toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres agréés. La fin de l'intensification de la vaccination est prévue pour le 31 décembre 2022.
Et nous partons à présent dans le département de Bouaké où un centre de transit est rattaché au centre socio-éducatif de Koko. Ce centre est un centre d'accueil dédié aux femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce centre a été ouvert et inauguré par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Dans ce reportage de Charles Tatou, nous en parlons davantage. Logé au sein du complexe socio-éducatif de Koko, ce centre de transit a une capacité d'accueil de 14 personnes. Suscité par le nombre galopant et la gravité des cas de violence faites aux femmes dans la ville de Bouaké. 484 cas de violence basés sur le genre, avec 77 cas de violence sexuelle. Des chiffres alarmants devant lesquels le PNUD n'est pas resté indifférent. Notre souhait est que ces centres deviennent à terme, s'ils ne le sont déjà, de véritables espaces d'apprentissage et de développement de compétences dans la perspective de renforcer durablement la résilience socio-économique des victimes de violences basées sur le genre. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministre des Transports sont revenus sur les efforts du gouvernement quant à la lutte contre les violences basées sur le genre, avant de réaffirmer leur soutien aux pensionnaires du dit centre. Je suis confiante que ces 400 et quelques victimes de violences basées sur le genre, dont parmi nous avons 77 viols, ce chiffre-là sera pris en charge par le ministre Amadou Koné et ses jeunes frères. En ce qui nous concerne et l'ensemble des cadres ici, nous allons, avec les responsables du centre, ouvrir davantage nos portes et leur dire que nous resterons attentifs donc, au soutien que nous pourrons donc, leur apporter. Une visite guidée du centre de transit par les ministres Nassénéba Touré et Amadou Koné a mis fin à la cérémonie. Au sud du pays, dans le royaume de Moussou, le président du conseil régional Akawele prône la cohésion sociale. On le voit dans ce reportage de Moussa Konaté. Moussou, Ebra, Vitré 1, Vitré 2, ces 4 villages de Grand Bassam s'engagent à unir leurs forces pour le développement. Une volonté traduite en actes à travers cette première journée de renforcement des liens initiée par la mutuelle de Moussou. Pour aller au développement, il faut créer une base d'unité. Donc c'est dans ce sens que nous avons pu regrouper l'ensemble des villages du plateau de Bassam Lagune pour que nous ayons une base d'unité afin que nous puissions mener des actions communes en termes de développement de notre localité. Nous ne pouvons qu'encourager et demander aux cadres de s'unir davantage. Les cadres, nous en avons beaucoup dans la zone. Malheureusement, très souvent, il y a des dissensions. Mais les dissensions peuvent être résorbées à travers ce genre d'initiative. Parrain de la cérémonie, le président du conseil régional du Sud Komoué salue l'initiative de cette journée fraternelle. Eugène Akawele invite l'ensemble des populations à l'union et à la cohésion sociale. Les peuples amoureux et béquibés de Moussou, des bras de Vitré 1 et de Vitré 2 ont de solides liens qui les unissent, liens fondés sur le partage d'une même histoire et d'un même territoire. Trouver un temps pour célébrer la fraternité, expression manifeste d'une volonté commune de perpétuer ces liens séculaires, est à saluer, à juste titre. La première journée de renforcement des liens entre les villages lagunais de Grand Bassam a été aussi marquée par la finale d'un tournoi de football opposant les équipes de Moussou et Ebra. Match remporté par l'équipe du village de Moussou. Voilà, l'union fait la force dans le royaume de Moussou. Nous partons à présent pour Mexico, où la Côte d'Ivoire a été honorée par le Mexique à l'occasion du défilé des militaires ivoiriens au bicentenaire de l'indépendance de ce pays ami de la Côte d'Ivoire. Et le drapeau ivoirien a été installé sur l'avenue des Nations, dans la ville la plus visitée du pays. C'est un signe de rapprochement entre les deux pays, mais aussi un signe de renforcement de la coopération culturelle entre les peuples de la Côte d'Ivoire et du Mexique. Le commentaire de Mamadou Kwasi.
drapeau ivoirien flottant désormais aux côtés des drapeaux des 32 puissances économiques du monde sur l'avenue des Nations. Nous sommes à Teotihuacan, la localité la plus visitée du Mexique. Le déferlement des touristes locaux et étrangers s'explique par la présence des pyramides Lune et Soleil, des bâtiments jamais construits qui datent de plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Des sites devenus aujourd'hui des lieux culturels, touristiques et religieux. Pour les autorités mexicaines, la présence du drapeau ivoirien sur ce site, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, marque le signe d'amitié entre les deux pays. Nous sommes honorés du fait que la Côte d'Ivoire ait accepté que son drapeau puisse flotter aux côtés des autres drapeaux des nations qui étaient présentes. Et à travers cette cérémonie, nous espérons établir des liens culturels très forts entre cette cité millénaire de Teotihuacan et la Côte d'Ivoire. Cette montée aux couleurs a donné droit à une cérémonie au cours de laquelle la ministre de la Culture et de la Francophonie a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara et celle du gouvernement ivoirien au peuple mexicain pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire, car 4 pays africains, après le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud, à être représentés sur cette avenue. Cet honneur fait à mon pays traduit sans équivoque l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Mexique et la Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 1975, date de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Cet honneur est également l'expression de la vision et des valeurs communes que partagent le Mexique et la Côte d'Ivoire, celle de l'amitié, de la disponibilité, du sens de l'hospitalité et de la solidarité entre les nations. Enfin, cette cérémonie qui nous réunit ce jour est un acte fort de fraternité. En flottant aux côtés des drapeaux des autres pays, la Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son attachement au respect et à la paix entre ses fils et ses filles et entre les nations du monde. Cette cérémonie a été également l'occasion de présenter la diversité et la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle des États-Unis du Mexique. Et nous retournons en Afrique avec la visite au Togo du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il a été reçu par le président Faure Gnassingbé. Il a présenté le plan stratégique 2023-2027 de son institution et également les différentes réformes à apporter pour le bon fonctionnement du Conseil de l'Entente. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Marcel Amontano reçu par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est venu présenter au chef de l'État togolais le plan stratégique 2023-2027 de son institution. Je lui ai soumis le projet de plan stratégique 2023-2027 du Conseil de l'Entente, ainsi que les réformes qui vont en découler pour recueillir son avis, ses observations et ses orientations. Je lui ai également demandé l'autorisation d'en faire de même avec les autres chefs d'État du Conseil de l'Entente, ce qui m'a autorisé, et d'être prêt d'ici la mi-octobre avec un document finalisé à soumettre à l'approbation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lomé d'ici la fin de l'année. Pour rappel, le président Faure Gnassingbé est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Et l'actualité en Centrafrique, les députés ont retrouvé hier lundi le chemin de l'hémicycle, une rentrée parlementaire qui intervient quelques jours à peine après que la Cour constitutionnelle ait invalidé le décret du président Touadéra mettant en place un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Le sujet a été évoqué par Simplice Mathieu Sarandji, le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, et la Cour constitutionnelle appelle au calme du président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique. En Europe, l'armée ukrainienne continue sa contre-offensive dans le Donbass et met la pression dans le sud. Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a revendiqué des avancées rapides et puissantes de son armée dans le sud, faisant état de dizaines de localités reprises cette semaine aux Russes dans cette région et également dans l'Est. Les forces armées russes semblent avoir du mal à se remettre de leur défaite dans la région de Donetsk, un secteur désormais entièrement contrôlé par l'armée ukrainienne. La capture de cet important nœud ferroviaire pose un grave problème aux forces russes sur la défensive et qui sont obligées d'établir une nouvelle ligne de front. Nous achevons ici ce journal. Merci de nous avoir suivis.